Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. Donc on va pas parler des paris à NBA, hein. La saison n'a pas encore commencé. On va parler d'un truc très intéressant, c'est-à-dire les candidats au titre de MIP, la meilleure progression en NBA sur l'exercice à venir. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est une des choses les plus intéressantes à suivre en NBA, hein, l'avènement de nouvelles superstars, hein. On n'a qu'à regarder les cinq derniers élus. On a eu Paul George, Goran Dragic, Jimmy Butler, CJ McCollum et Giannis, hein. Que des joueurs qui ont franchi un cap énorme qui leur a permis d'être les meilleurs, parmi les meilleurs à leur poste, hein. Donc voilà, on va essayer de voir qui va franchir un tel cap, un tel palier tout au long de cette vidéo. Donc on va se baser sur quoi? On va essayer déjà de regarder les tendances, hein, sur les cinq derniers candidats élus. On n'a pas de sophomore. Sophomore, c'est les deuxième année dans la ligue, hein, tout simplement parce que leur progression est prévue, hein. Donc un rookie arrive dans la ligue, il a le choc du calendrier, le style de jeu. Donc généralement les rookies ne brillent pas tout de suite, hein. C'est très rare de les voir excellents comme a pu le faire l'an dernier Karl Anthony Towns. Il y a 2 ans, Karl Anthony Towns. Donc voilà, on s'attend à les voir exploser en saison 2. Donc on va de facto effacer tout ce qui est les Dejounte Murray, qui a une grosse carte à jouer à San Antonio avec Parker blessé 4-5 mois, Jamal Murray qui va se gaver à Denver avec la bonne paire de passeurs qu'est Millsap et Jokic. On va également omettre Brandon Ingram, hein, qui devrait faire une belle saison du côté des Lakers, hein. Magic Johnson a dit qu'il l'attendait comme top scorer de l'équipe, hein, à une vingtaine de points. Il pense qu'il en est capable. On va éviter également du Jaylen Brown, hein, qui a une belle carte à jouer avec le départ d'Avery Bradley du côté de Détroit. Donc voilà, hein, on s'attend à une progression logique des deuxièmes années. Donc on les efface des candidats au titre de meilleure progression, même s'ils venaient à franchir un cap énorme. Donc après on va regarder quoi? On va regarder, tout d'abord on ne va pas regarder le plus-minus, stat pourri s'il en est une, hein, le plus-anus, tout simplement parce que c'est de la merde. Essayez de regarder la valeur des joueurs ou l'apport d'un joueur en fonction du plus-minus, c'est tout simplement bête, hein. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce qu'il a joué avec des remplaçants? Est-ce qu'il a joué justement contre une rotation qui a tendance à cartonner les autres équipes? Bon, c'est tout simplement bête, hein. Donc on regarde au plus-minus, on a un joueur comme JJ Redick qui sera largement devant Giannis, voire devant Kawhi Leonard. C'est aberrant. Donc on va éviter ça, on va regarder des stats intéressantes, on va regarder tout simplement tout premièrement le pace. Pace, c'est le nombre d'actions offensives des équipes sur un match. Donc on sait qu'on a des équipes qui arrivaient à générer énormément d'actions offensives, comme Brooklyn, comme Phoenix, comme Golden State, comme Houston. Donc des joueurs qui font partie de ces équipes-là auront toujours tendance à plus stater, à faire plus de stats que des joueurs qui jouent dans une équipe comme Utah avec un rythme très lent. Donc voilà, on va éviter, on va regarder, on va se baser sur ce critère-là. D'autres critères, on a le PER 36. Très intéressant, hein, c'est la projection sur 36 minutes des stats des joueurs d'une équipe, des stats d'un joueur. Donc pourquoi 36 minutes? 36 minutes, en gros c'est une moyenne du temps de jeu d'une superstar, hein. Un gros joueur joue en général entre 34 et 38 minutes, donc 36, on a coupé la poire en deux. Pourquoi se baser sur une stat comme ça? On pouvait voir qu'un joueur comme CJ McCollum, quand il est rentré NBA, il avait tout de suite un PER 36 intéressant. On a tout de suite pu voir que ça allait être un joueur qui allait faire mal dès qu'il aurait l'opportunité de jouer, avec des grosses capacités de 1 contre 1, grosse capacité de dribble et d'élimination. Donc voilà, on a simplement besoin d'attendre de le voir avoir du temps de jeu pour briller. Donc il a rangé son frein derrière Wesley Matthews et Nicolas Batum. Dès qu'il a pu jouer, il a cartonné, hein. Donc on va voir quel joueur pourra avoir un gros boost en performance avec plus de temps de jeu. Et après, on va regarder le usage rate, très important, hein, très important. C'est quoi le usage rate? C'est le pourcentage d'action d'un joueur d'une équipe lorsqu'il est sur le terrain.
Donc on sait qu'on a des joueurs comme Russell Westbrook, comme DeMarcus Cousins qui, qui ont toujours la balle en main en fait, hein, qui lâchent pas trop la gonfle et pour qui la plupart des systèmes, s'il y en a, autour de qui les systèmes gravitent. Hein. Donc voilà, on sait qu'il y a des joueurs comme ça qui sont l'attaque de l'équipe. Hein. Donc énormément de balles jouées, donc beaucoup d'opportunités de scoring. Donc on va regarder ça, on va regarder justement quel joueur avait un pace un usage rate qui risque d'exploser. Hein. On peut regarder un joueur comme Miles Turner, qui a la chance de voir Jeff Teague et Paul George partir. La chance pour lui. Hein. Donc il aura beaucoup plus d'opportunités. Il pourrait être option 1 cette année. Hein. Il y a Victor Oladipo qui l'a rejoint à Indiana. Donc avec un Miles Turner qui aura plus d'opportunités que par le passé, on peut s'attendre à le voir être beaucoup plus présent en attaque. Donc générer beaucoup plus de stats. Donc voilà, on va se baser sur ces stats-là. Et voilà. On va essayer de voir qui sera le Giannis, hein, le probable MVP de demain. You get more amazed at Giannis' ability to get there. Wow, he's at the top, like 6 inches over the. Donc avant de parler des candidats au titre de MIP, hein, on va regarder les mentions honorables, hein, les joueurs qui devraient connaître une belle progression, mais peut-être pas suffisante pour leur permettre de choper le trophée. Hein. Donc on va commencer par Seth Curry, le frère de Steph. Très bon joueur, hein, très belle progression déjà l'an dernier, un joueur qui avait vraiment déçu en début de carrière, mais qui a su profiter de la saison difficile des Mavs l'an dernier pour faire son trou. Au poste 2, hein, donc on l'attendait plutôt au poste 1 en début de carrière, donc là il s'est imposé au poste 2. Le souci pour lui, c'est que malgré de grosses qualités évidentes, hein, bon scoreur, bon shooter, hein, comme son frère, il y a trop de concurrence du côté de Dallas. Hein. On a Dennis Smith Jr., hein, le super rookie, hein, des candidats au titre de rookie de l'année, qui arrive, donc en sachant que Seth Curry peut jouer 1-2, donc déjà il perd du temps de jeu sur Dennis Smith. Yogi Ferrell également, hein, très bonne surprise l'an dernier, hein, également bonne progression. On a Gigi Barea qui est toujours là, Devin Harris qui est toujours là et qui peut jouer poste 1 et 2, hein, combo garde, et Wesley Matthews. Donc voilà, ça fait beaucoup de joueurs sur les postes bâtards 1 et 2, hein, les postes qui sont les postes de Seth Curry. Donc malgré une capacité de progression encore envisageable pour l'autre Curry, ce serait peu surprenant de le voir franchir le cap et de devenir une superstar. Ensuite, on a Gary Harris, très bon joueur à Denver, hein, un joueur que Denver ne veut vraiment pas lâcher, hein, dans aucun deal. Il n'était prêt jusqu'à présent à le lâcher, donc c'est vraiment l'avenir du poste 2 du côté de Denver. Très bon défenseur, très bon joueur, très bonne mentalité, très bon joueur d'attaque, donc vraiment un joueur très intéressant, peu de déchets. Donc voilà, on peut s'attendre à une bonne progression de sa part l'an prochain, surtout que la paire Millsap Jokic va ouvrir beaucoup d'opportunités pour le reste de l'équipe. Après, il reste quand même beaucoup de scoreurs du côté de Denver. On a Jamal Murray qui devrait faire un gros bond en avant. On a toujours Will Burton, Wilson Chandler, on a justement Gary Harris. En plus de Millsap et Jokic qui devraient avoir un gros usage rate, le pauvre Harris risque justement de garder un usage rate minime, ce qui ne lui permettrait pas de choper le trophée. Ensuite, on a Avery Bradley, qui a une très belle carte à jouer à Détroit. Hein. Donc, Détroit n'a pas de franchise player. André Drummond n'est tout simplement pas
pas aussi bon qu'on aurait pu le penser en début de carrière, hein. Il était très prometteur et il a pas vraiment progressé lors de ces 2 dernières saisons, hein. Donc grosse période de mou pour André Drummond qui stagne. L'an prochain, Van Gundy a dit qu'il risquait de plus utiliser Boban Marjanovic, hein, donc à ce moment-là, peut-être moins André Drummond. En sachant que Drummond a été mis sur la liste des transferts en début d'été du côté de Détroit, voilà, on n'a pas de franchise player. Reggie Jackson, qui aurait pu l'être, a eu beaucoup de mal à revenir de blessure. Donc voilà, on sait qu'on a un slot de franchise player à prendre du côté de Détroit. Avery Bradley arrive après une très belle saison du côté de Boston. Depuis son entrée dans la ligue, il ne fait que progresser. Il a encore franchi un nouveau cap l'an dernier. Il a vraiment été très 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 bon. Plus de difficultés en post-star avec un retour de blessure, mais il a quand même fait un bel exercice. Après, à voir est-ce qu'il arrive à vraiment à devenir un attaquant dominant, hein, ce dont a besoin à Détroit. Il serait très surprenant de le voir tourner à déjà une vingtaine de points, hein. Donc voilà. Après, quant à sa superbe saison au rebond, hein, plus de 6 rebonds pour lui l'an dernier, à côté de Drummond, il peut déjà oublier. Donc voilà. Ensuite, on a Zach LaVine, hein, le super joueur, l'ex-super joueur de Minnesota. Quand il est arrivé dans la ligue, on s'attendait à un probable nouveau Russell Westbrook, un monstre athlétique avec un shoot un petit peu bancal, hein. Donc il a vite rectifié le tir. Maintenant, il a tout simplement un bon shoot. Le problème, c'est que s'il vole, tout simplement, il n'est pas aussi athlétique, pas aussi explosif qu'un Russell Westbrook, hein. Donc on le voit il ne drive pas tant que ça. C'était un joueur qui aime bien shooter. C'était pas le joueur dynamique qu'on aurait pu penser, et il n'a pas le poste qu'on envisageait de lui, hein. Donc ce sera plus un arrière scoreur qu'un pur meneur. Donc voilà, on ne sait pas encore quel poste jouera Zach LaVine. Poste 1 des 3, Chicago a récupéré Chris Dunn, qui s'est un petit peu cassé les dents lors de sa première saison à Minnesota. Donc une nouvelle opportunité pour lui de briller après une très belle saison NCAA, après une très belle carrière NCAA. Donc voilà, on peut s'attendre à avoir un Chris Dunn qui aura plus d'opportunités de briller. À ce moment-là, moins de temps de jeu au poste 1 pour Zach LaVine, en sachant qu'il y a toujours Dwayne Wade au poste 2, même s'il devrait être un peu plus ménagé cette saison. On risque d'avoir 3 joueurs qui jouent beaucoup, mais pas de joueurs à 36-37 minutes, ce dont aurait besoin un joueur pour franchir un gros cap. Donc voilà, pour LaVine. En plus, il va commencer la saison blessé, donc son explosion pourrait être retardée encore d'une année. Ensuite, on a la paire d'Orlando, hein. Elfrid Payton, l'homme aux cheveux dégueulasses, hein. Donc vous voyez qu'à niveau chevelure, je suis assez spécialiste. Donc voilà, on a Elfrid Payton qui a fait une très 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 belle fin de saison. Le problème, c'est que c'est à prendre avec des pincettes, hein. Donc son post star est bon. Sur les 20 derniers matchs, il fait 5 triples-doubles. Il a été par moments dominant. Le truc, c'est qu'il a joué contre des équipes qui levaient le pied, celle qui allait en playoff et qui avait un slot déjà tout fait, voulait simplement éviter les blessures. D'autres équipes étaient en mode tanking, hein, comme par exemple la Phoenix, hein, qui avait mis Bledsoe de côté pour justement couler dans les classements pour choper un bon pick de draft. Donc voilà, on sait que Payton a fait des grosses perfs. Le problème, c'est qu'il n'a pas tant joué que ça. À peu près 30 minutes par match pour lui, donc le coach lui fait pas super confiance, et il vient de récupérer Shelvin Mack, hein, qui est un très bon meneur remplaçant. Donc à voir, est-ce que Payton arrive à avoir vraiment la confiance du coach et à passer un cap supérieur en attaque. Il en a les capacités, mais pas forcément l'opportunité. Et en avant-dernier candidat, on a Aaron Gordon. Aaron Gordon, qui aurait dû être le nouveau Blake Griffin à son arrivée dans la ligue. Problème, c'est plus un tweener qu'un intérieur mobile.
Donc un joueur un peu bâtard, on ne sait pas si c'est un 3, si c'est un 4, il est un peu petit pour un 4, pas top en défense, pour un 3, il est assez frustre, il n'a pas de shoot, donc pas top pour lui. Hein. Donc apparemment il a travaillé tout l'été sur son shoot, à voir est-ce qu'il arrive à choper une certaine efficacité, devenir un joueur un petit peu passe-partout, joueur explosif qui peut tout faire à la Sean Marion. Bon, c'est pas encore fait, surtout que Orlando vient de drafter un bon rookie en Jonathan Isaac, hein, qui a un peu le même profil mais en plus grand, meilleur shooter, plus mobile, donc voilà, pas évident. Est-ce que c'est la saison où Gordon explose? Sinon, d'ici 2 saisons, il risque d'être justement sur le banc à regarder Jonathan Isaac. Et enfin, pour finir cette liste des mentions honorables, on a Julius Randle, hein, le très bon joueur de Los Angeles. Avant-dernier, j'en ai oublié un après, hein, mon préféré. Julius Randle, hein, tout simplement parce que si on peut s'attendre à une très très belle progression de sa part, hein, et donc il a posté un peu partout sur les réseaux sociaux son nouveau corps, il a perdu beaucoup de poids, il a l'air vraiment, affûté. Le problème pour lui, c'est que les Lakers sont une belle upgrade en talent à cette intersaison. Hein. Donc on sait que déjà que Julius Randle aura pas forcément autant la bague qu'il aimerait l'avoir. Hein. C'est dommage, on a Draymond Green qui l'adore, hein, qui a dit qu'il envisageait devenir plus fort que lui dans le futur. Hein, ils ont le même moteur, hein, beaucoup de rage sur le terrain, beaucoup de hargne. Et Randle est simplement plus grand, plus long, plus explosif. Il n'a pas encore l'adresse à longue distance de Draymond Green. Il a les capacités coast to coast, rebond, accéléré, distribuer la balle comme Green. Donc voilà, le problème de Julius Randle, c'est qu'on a Brook Lopez qui arrive en ville, hein, qui va quand même avoir pas mal de balles en attaque. Lonzo Ball va distribuer un petit peu à tout le monde. Il va faire courir la paire KCP et Brandon Ingram qui devrait se gaver à la marque, et Jordan Clarkson, hein, qui a pour mission de devenir 6e homme cette saison. Donc voilà, on sait qu'on a pas mal de joueurs qui ont une carte à jouer. KCP a signé un contrat d'1 an, donc il doit faire une bonne saison s'il veut rebondir dans un autre club, avoir un bon contrat l'an prochain. Un autre bon contrat l'an prochain. On a Brandon Ingram qui devrait avoir beaucoup de tickets shoot, donc il va prendre une belle part du gâteau. On sait que Brook Lopez est un joueur dominant en attaque, donc il va avoir pas mal de balles aussi. Donc on va voir est-ce que si Julius Randle se retrouve en position numéro 3 sur la liste d'attaque de Los Angeles, s'il arrive à être dominant. Et enfin, Jusuf Nurkic. Jusuf Nurkic, super intérieur, qui a fait une très très belle arrivée du côté de Portland. Hein. En post-All-Star, il était à une quinzaine de points, 10 rebonds, 2 contres, bon pourcentage, des écrans magnifiques à la frigo américain. Joueur très intéressant. Le problème, c'est qu'il est un peu condamné à être option 3 du côté de Portland, hein, avec CJ McCollum et Damian Lillard qui ont un usage rate énorme. Hein. Ils sont sur presque toutes les actions de l'équipe. À eux deux, ils doivent être sur plus de la moitié des actions de l'équipe. Donc ça laisse que des miettes pour les autres joueurs. Donc voilà, Nurkic, difficile de voir Nurkic faire mieux que ce qu'il a pu faire déjà en post-All-Star avec son statut de 3e option offensive. Et mauvaise nouvelle, Portland fait le forcing pour récupérer Carmelo Anthony tout en gardant McCollum et Lillard. À ce moment-là, on peut penser que Nurkic bascule, descende d'un cran et devient option 4 à ce moment-là. Hein, bye bye toute aspiration au titre de MIP. Now Randle behind the back. Julius, scoop it up and in. Julius Randle. Low and then puts it up and puts it in behind the back to get by Ben McLemore and then. Donc voilà, on entre dans le vif du sujet. On va voir la dizaine de joueurs susceptibles de choper le titre de MIP cette saison, hein, la meilleure progression. Donc on va commencer par le petit Allemand d'Atlanta, hein, Dennis Schroeder, hein, le petit black fluo avec sa petite touche jaune pour rappeler la Mannschaft. Hein. Donc superbe joueur très frustrant, hein, joueur catastrophique en défense, qui tête brûlée, hein, qui
on dirait un ado quand il joue. On n'a qu'à voir, il n'y a qu'à voir les déclarations de John Wall lors des derniers playoffs. Hein. Il disait que lui faisait tout pour que Washington l'emporte contre Atlanta. Il avait l'impression que Dennis Schroeder s'en foutait un petit peu du match, était vraiment des matchs, et qu'il était vraiment dans son délire de prouver à John Wall qu'il pouvait être meilleur que lui. Donc bon, encore un petit peu d'immaturité du côté de Dennis Schroeder. Le truc, c'est qu'il n'a pas été ridicule contre un très bon John Wall. Hein. John Wall qui est un très bon défenseur à la main, un des meilleurs meneurs NBA. Schroeder n'a pas été ridicule. Il a tourné à près de 25 points, à plus de 45% d'adresse. Hein. C'est excellent. Hein. Il n'y a qu'à voir qu'un joueur comme Kyle Lowry, qui est un très très bon meneur de saison régulière, s'est cassé les dents ces dernières saisons avec moins de 40% d'adresse à chaque fois lors des derniers playoffs. Donc voilà, on sait qu'on a un Dennis Schroeder qui devrait encore plus se faire plaisir au niveau de l'usage rate, hein, qui était déjà concerné par pas mal d'actions de son équipe l'an dernier, mais avec le départ de Dwight Howard et de Paul Millsap, il aura encore plus la balle dans les mains. Hein. Le 5 d'Atlanta est vraiment risible, hein. Il risque de se faire cartonner pas mal cette saison, donc à voir est-ce qu'ils entrent en mode tanking directement. En tout cas, on peut être sûr que Schroeder jouera pour lui cette saison. Hein. Il devrait vraiment se faire plaisir. Il a proposé un bon post-All-Star, hein, près de 19,7 passes après l'All-Star Game. Donc on peut s'attendre à voir au moins ça, voire mieux cette saison. Après, il risque d'avoir un petit peu de mal au niveau des pourcentages, hein, parce que l'an dernier, jouer avec Tim Hardaway, avec Paul Millsap qui était capable d'étirer les défenses, ça ouvrait quand même bien des brèches pour ses super drives. Hein. Donc Schroeder est un joueur quasi inarrêtable en drive. Le problème, c'est que là, hein, avec Bazemore qui a un shoot qui est présent un jour sur deux, Taurean Prince, le rookie l'an dernier, qui reste un joueur qui a encore beaucoup à prouver. Donc ça risque d'être difficile pour le jeune Allemand d'être aussi bon qu'il a pu être lors des derniers playoffs. Ensuite, on a un des grands favoris au titre de MIP, hein, cette saison. On a D'Angelo Russell qui arrive dans l'équipe qui générait le plus d'actions offensives l'an dernier, hein, donc en sachant qu'il jouait peu l'an dernier du côté des Lakers, hein, enfin peu, c'est relatif pour un titulaire. Il jouait en général moins de 30 minutes, donc là il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu cette saison, même si la direction de New Jersey aime quand même bien faire tourner. Le truc, c'est qu'il aura plus d'opportunités de scorer avec un très bon Jeremy Lin à côté, hein, qui est tout simplement une upgrade sur ce qu'il a connu à la main l'an dernier, hein, quand c'était pas lui qui menait, qu'il jouait avec Jordan Clarkson. Clarkson n'avait pas la capacité d'ouvrir le jeu qu'a un Jeremy Lin, qui est un très très bon joueur en drive and kick, hein, rentrer en pénétration pour ressortir sur les shooters. Bon jeu collectif l'an dernier du côté de New Jersey, donc il y a D'Angelo Russell qui a une grosse capacité de shoot et une grosse capacité de 1 contre 1, devrait quand même bien se faire plaisir cette saison. Donc on n'a qu'à regarder sur son PER 36, hein, on parlait du PER 36 tout à l'heure, hein, projection sur les stats des joueurs sur 36 minutes. Il avait un très beau 20 points, environ 5 rebonds, un peu moins de 5 rebonds et 6 passes, hein, c'est du Dwayne Wade. Donc pas dans le même style, il est beaucoup moins athlétique, mais un joueur un petit peu un mélange entre Stephen Curry et James Harden, hein, en bien moins bon, c'est certain, mais très bon joueur, un joueur qui reste très jeune, donc grosse capacité de progression pour lui. Post-All-Star Game, il était quand même à près de 19,5 passes, donc voilà, il y a beaucoup de talent dans les mains de la balance des Lakers, hein. Donc voilà, on peut s'attendre à une belle saison de sa part. Ensuite, on va s'atteler à
la tâche de couvrir l'un des joueurs les plus excitants de la ligue déjà l'an dernier, hein, Nikola Jokic, le super pivot passeur de Denver. Hein. Donc voilà, bon, rien à dire sur lui, il a fait une saison tout simplement énorme. Son père 36 est extraordinaire. Donc sur 35 minutes, 36 sur les... Si on bascule ses stats sur 36 minutes, l'an dernier il a fait du 22 points, 13 rebonds, 6 passes, hein, c'est énorme. Donc 13 rebonds, c'est pas l'un des meilleurs rebondeurs de la ligue, 22 points c'est beaucoup pour un intérieur avec un jeu qui bascule de plus en plus pour un extérieur. 6 passes, c'est mieux que la plupart des meneurs de la ligue, tout en étant très adroit. Donc voilà, on n'a qu'à regarder son pulse sur game. Hein. Jokic était à près de 18 points, 12 rebonds, 6 passes en 30 minutes. Un joueur qui est capable en vieillissant de faire des triples-doubles à un rythme aussi effréné que pouvait le faire l'an dernier un James Harden, hein, donc à plus de 20 triples-doubles dans la saison. Donc voilà, rien à dire, Nikola Jokic devrait faire une très grosse saison lors de cet exercice. On lui a adjoint un Paul Millsap qui est tout simplement 10 fois meilleur que ceux avec qui il a pu jouer l'an dernier, hein, du Kenneth Farid ou du Yusuf Nurkic quand il jouait en doublon de pivot en début de saison dernière. Donc voilà, on peut penser que Jokic va vraiment franchir un cap. Le truc avec lui, c'est est-ce qu'il arrivera un petit peu à gérer le côté défensif qui lui fait prendre plein de fautes bêtes. Parfois, c'est possible de le voir jouer 15 minutes dans un match, simplement parce qu'il aura pris 3 fautes très rapidement, et après, il va revenir, il va reprendre la 4e, et puis après, il sera puni par son coach. C'est un joueur qui a beaucoup de mal en défense, simplement c'est un joueur très cérébral, mais un joueur qui n'a pas de grosses capacités d'explosivité, un joueur très lent. Donc voilà, est-ce qu'il arrivera à rester assez longtemps sur le terrain pour briller? Ce sera la question. S'il arrive à rester 30-32 minutes tous les soirs, on peut s'attendre à avoir un très 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 gros Nikola Jokic cette saison. That stops the 14-0 run. Jokic back cut to Murray. Oh man, a glimpse of the future for the young Denver Nuggets. Ensuite, Miles Turner, peut-être le favori de cette liste, hein, tout simplement parce que c'est le joueur qui devrait avoir le plus gros boost d'usage rate cette saison. L'an dernier, il n'était concerné que par 19% des actions de son équipe lorsqu'il était sur le terrain. On peut s'attendre à le voir avoir un usage rate s'approchant les 30%, hein, peut-être pas autant qu'un de Marcus Cousins, mais voir un joueur qui sera concerné sur presque chaque système, chaque action. Donc voilà, un joueur qui a beaucoup de capacités. Bon, post-bas, il a encore pas mal de travail à faire, mais c'est un joueur qui est capable de shooter. Un joueur qui est explosif. Hein. Quand il est rentré en NBA, il a chuté lors de la draft parce qu'il a une drôle de façon de courir, qui est peut-être dû à une malformation du pied ou je ne sais quoi. Le problème, c'est que ça lui a coûté le haut les premiers slots, premiers pics à la draft. Hein. Donc il est tombé chez Indiana. Il a dû ranger son frein derrière Jeff Teague et Paul George. Cette saison, ils ne sont plus là. Il va partager la vedette avec Oladipo, qui a déjà eu du mal dans le rôle de franchise player. Donc autoroute pour Miles Turner en termes d'action offensive. Donc à ce moment-là, hein, il est dans les meilleures dispositions pour briller cette saison. Here's Turner just back in, gets his own board, going strong, my lord! Wow! Ensuite, très très jeune joueur, mais joueur qui pourrait exploser cette saison, qui a parfaitement le profil du joueur qui passe du joueur moyen au joueur superstar, Justice Winslow du côté de Miami. Hein. C'est un joueur qui est déjà énorme en défense, hein, qui a le potentiel pour être dans les All NBA Team en défense. Le problème pour le moment, c'est qu'il a vraiment les mains carrées. Hein. C'est un bon rebondeur, c'est un bon passeur, un bon défenseur, c'est un joueur volontaire, c'est un joueur exemplaire, mais il a vraiment les mains carrées. Il est rentré dans l'NBA avec ce gros point d'interrogation
le concernant. Est-ce qu'il arriverait un jour à choper un shoot? À ce moment-là, ça pourrait être un très très grand joueur, un mix entre James Harden et Jimmy Butler, vu qu'il est très complet, il est capable de dribbler, il est capable de scorer, de rebondir, de faire des passes. Il est vraiment polyvalent, mais pour le moment, il n'a pas de shoot. Jimmy Butler était comme ça en début de carrière. Il a réussi à bosser, à choper vraiment un super shoot. C'est un joueur très efficace maintenant. Est-ce que Justice Winslow arrivera à franchir le cap? C'est la grosse question. Pat Riley a dit qu'il le voyait comme un futur crack. Il pense avoir fait le bon choix avec lui. Pas de chance l'an dernier, il paraissait prometteur. Il s'est blessé toute la saison. Donc voilà, ce sera l'opportunité pour lui d'exploser lors de cet exercice. Ensuite, on a Kristaps Porzingis, le géant de New York, un joueur génial. Est-ce qu'il va enfin réussir à faire déjà une saison pleine sans se blesser? C'est la question. Ensuite, est-ce que New York va arriver à se débarrasser de Carmelo Anthony ou lui faire accepter un second rôle au profit du trône du Zinger, donc un joueur qui a un potentiel énorme, une licorne comme l'appelait Phil Jackson et Kevin Durant, un joueur qui est capable d'être dominant en attaque, capable d'être dominant en défense. Il fait 2m20, il est poste 4, donc c'est tout simplement une aberration. Joueur qui s'est beaucoup entraîné cette intersaison avec Dirk Nowitzki. On a pu voir quelques vidéos sur internet où il travaillait des nouveaux moves poste haut. Il risque de rendre les défenseurs chèvres, donc par exemple des feintes d'entrée en drive, il remonte tout de suite à shooter. Il fait quand même 2m20. On va dire que s'il tombe sur une équipe comme pas mal d'équipes en ce moment qui aiment mettre des postes 3 en poste 4 pour jouer small ball, il va se faire plaisir, il va rigoler. Donc on n'a qu'à regarder une équipe comme Brooklyn qui joue avec Hollis Jefferson, qui doit faire 2m3, qui sera en charge de gêner Porzingis. Il y a presque 20 cm d'écart entre les deux joueurs. Quand il lève les jambes, quand il lève les bras, il y en a 60. Donc on peut s'attendre à une très 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 grosse saison du Zinger cette saison-là. It looks good to me. First look. Denied for Porzingis. Big time block. And then Porzingis. That's a block. Ensuite, deux joueurs du côté d'Utah qui devraient avoir un très gros boost cette saison. Tout d'abord, Rodney Hood qui était déjà très bon, pas l'année dernière parce qu'il a eu pas mal de pépins physiques la saison d'avant. Joueur très intéressant, donc il arrive en NBA, il était poste 4, il joue avec Andrew Wiggins à Kansas. Très très, à la surprise générale, il a réussi à faire une belle mutation de poste 4 à extérieur NBA. Il a brillé en poste 2, joueur qui est capable de gêner défensivement parce qu'il est très long. Et en attaque, il a un shoot correct. Bon, l'année dernière, il a été très maladroit, mais c'est un joueur qui a des facilités lorsqu'il arrive à rentrer en drive et qu'il s'arrête en drive and stop. Il est tout simplement super long pour un poste 2. Il fait 2m3, 2m4. Il est super grand pour son poste. Quand il va jouer contre par exemple un joueur comme Avery Bradley, qui est un super défenseur mais qui culmine à 1,90, il y a vraiment beaucoup d'écart entre deux. Il suffit qu'il saute droit une fois qu'il arrive dans la raquette. Normalement, on ne devrait pas trop le gêner au shoot. Donc voilà, Rodney Hood est capable de beaucoup de bonnes choses en attaque. Est-ce qu'il est capable de devenir un leader offensif? Ce sera la grosse question. Pour se couvrir, Utah a drafté Donovan Mitchell, un extérieur. Donc voilà, on ne sait pas encore si Hood a ça en lui. Donc il y a 2 saisons, il nous a prouvé qu'il pouvait être un très bon joueur. À voir s'il peut vraiment passer le cap supérieur, mais un boost en usage rate pourrait montrer ça. Donc si on regarde ses stats sur le PER 36 l'an dernier, il était quand même à 17,5 rebonds, avec beaucoup plus de balles avec le départ de Gordon Hayward. On peut s'attendre à le voir plus présent en attaque. Après, grosse interrogation sur le nouveau style de jeu de
de ces Jazz, hein, avec un Ricky Rubio qui devrait quand même plus les faire courir qu'avec un George Hill l'an dernier. Et on passe directement à Rudy Gobert. Rudy Gobert qui est un des grands candidats au titre de MVP. Hein. Il a été très très bon en post-All-Star Game. Hein. Il était à 17 points, 13 rebonds, 3 contres. Il était tout simplement extra en fin de saison. Il a eu quelques petits pépins, petites difficultés en début de saison. Il était décevant par moment avant de sortir des gros matchs. Mais après l'All-Star Game, il a tout simplement été dominant. Hein. Donc voilà, on peut s'attendre à le voir continuer sur cette lancée. Rudy Gobert est un joueur qui a un potentiel vraiment impressionnant. Hein. Donc le voir tourner à 18-19 points cette saison avec une quinzaine de rebonds, ce serait pas une utopie. Hein. Serait pas un truc hyper surprenant. Donc voilà, on peut s'attendre à une très très grosse saison de sa part. Surtout que l'an dernier, il avait un tout petit usage rate. Hein, à peine 17%, tout comme Miles Turner. Donc s'il se met à avoir à être beaucoup plus impliqué dans les actions offensives de l'équipe, on peut s'attendre à le voir dominer. Hein. Surtout qu'avec un Ricky Rubio, il devrait quand même être servi dans des bonnes dispositions. Et enfin, un des également favoris au titre de meilleure progression, on a Karl Anthony Towns, hein, tout simplement parce que son post All-Star l'an dernier était tout simplement énorme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un intérieur aussi dominant, hein, aussi jeune, aussi dominant. On a eu Anthony Davis, mais si Anthony Davis est plus complet en étant un monstre en défense et qui sait tout faire en attaque, on a l'impression que Karl Anthony Towns a encore plus de potentiel offensif qu'Anthony Davis. Hein. C'est tout simplement fou. Hein. Donc post-All-Star de Karl Anthony Towns l'an dernier, c'est 28 points, plus de 13 rebonds, à 60% d'adresse au shoot, 1,43 points, avec 84% au lancer. C'est énorme, hein. 60% d'adresse sur 28 points, 13 rebonds, c'est dominant tout simplement. Tout ça avec encore il n'a pas encore franchi un cap mental à être un tueur en fin de match. Hein. Il avait encore tendance à chercher l'action qui fait mal au lieu de pilonner l'adversaire, de profiter de sa domination post-bas ou d'entrer en drive. Il avait toujours un petit peu tendance à se reposer sur le 3 points, vu qu'il a un bon shoot à 3 points, essayer d'un petit peu tuer l'adversaire comme peuvent le faire les meneurs shooters comme un Steph Curry ou un Damian Lillard. Hein. Towns a un petit peu cette mentalité de vouloir punir l'adversaire à 3 points, alors qu'il est tout simplement capable de faire mal de partout. Hein. Il est plus efficace quand il entre en drive et qu'il finit dessous. Donc voilà, on peut s'attendre à un très très gros Karl Anthony Towns cette saison. Après, il a déjà fait une très grosse saison l'an dernier. Hein. Il était à 25 points, 12 rebonds. On a Jimmy Butler qui arrive en plus. On a Andrew Wiggins qui a quand même progressé à chaque saison dans la ligue. Donc voilà, Jeff Teague qui est un bon joueur également, donc peut-être moins de ballons en attaque pour Towns, mais à voir, hein, ça devrait être quand même l'option 1 de l'équipe ou l'option 2 si Thibodeau préfère voir Jimmy Butler shooter beaucoup. Bon, je pense que ce sera quand même Karl Anthony Towns l'option 1 en attaque. Donc voilà, on a fait le tour de ces candidats pour le titre de meilleure progression. Il n'en manquerait qu'un, c'est le très très excitant Devin Booker, hein. Babyface Assassin, l'assassin avec une tête de bébé. Super shooter, il a passé 70 points à un Marcus Smart qui est réputé bon défenseur du côté de Boston. Quand il est en feu, il est injouable, hein. Il fait penser à un mélange entre Kobe Bryant et Penny Hardaway quand il jouait arrière après le départ de Shaq. Donc voilà, super joueur que ce Devin Booker. Il avait déjà un gros usage rate l'an dernier, donc voir est-ce qu'il arrive à être aussi bon qu'il était par exemple en post-All-Star. Hein. Post-All-Star Game, il était quand même à près de 25 points, 4 rebonds, 4 passes. C'est un joueur très jeune qui va encore progresser, donc le voir être un des top scorers de la ligue dans un futur très proche ne serait pas surprenant non plus. Donc est-ce que ce sera cette saison ou est-ce que ce sera l'an prochain, une fois que tous les jeunes de Phoenix porteront leur leader vers le haut, ce sera la question, hein. Donc on peut s'attendre à une grosse saison de Booker cette saison.
Le problème, c'est qu'il a tendance un petit peu à arroser. Est-ce qu'il va shooter encore à 40-42% ou est-ce qu'il choisira, il aura une meilleure sélection de shoot, il choisira mieux ses tentatives à ce moment-là. Sky's the limit, comme on dit. Donc voilà. And Devin Booker. Look at Kobe Bryant. Playing against Booker, he went straight to my move. The first time he caught it. Kobe Bryant. Wow, Booker. It was great to see. I did the same thing with MJ. Unbelievable. Devin Booker. Kobe Bryant and the look out. I think he's fantastic. I think he has the right attitude. Booker is killing him. He has the right competitive spirit. And he wins it. That's simply phenomenal. His footwork's extremely sound. What a shot. His fundamentals are extremely sound. Wow. And now it's just about him figuring out exactly what his game is. 81 point. Most points in the league since Kobe. You've got to be kidding me. 70 points. Kobe, he said he never set himself at the limit. And you know, that always sticks in my head. I want to be that man. Et dernière petite pensée au pistonné des joueurs NBA, Austin Rivers. C'est un joueur surprenant, il a commencé à NBA très décevant, vraiment pas top. Il a fait une bonne saison l'an dernier, très bonne même quand il a pu être titulaire avec les blessures de J.J. Redick. Sur 30 matchs, il a fait 16 points à plus de 46% d'adresse, c'est excellent pour un extérieur. Le truc cette saison, c'est qu'il y a quand même Chris Paul et J.J. Redick qui sont partis, donc lui, attention, il est plutôt dans les mentions honorables. Tout simplement pour parler de lui, il va faire une bonne progression cette saison. Donc Paul et Redick sont partis du côté des Clippers. Ça va laisser pas mal d'opportunités pour Austin Rivers, sachant que Teodosic, le super passeur européen, est rookie, donc Doc Rivers n'est pas certain de faire jouer les rookies plus de 20-25 minutes. On n'a pas de Beverley qui n'est pas un pur meneur, donc qui a envie de jouer meneur. Apparemment il aurait demandé avant d'être trade de partir de Houston pour justement jouer plus meneur, parce qu'il en avait marre de regarder James Harden. Donc voilà, Beverley veut s'installer en tant que meneur. C'est pas sûr qu'il ait les capacités, les qualités tout simplement pour briller au poste 1. Donc à ce moment-là, il y a pas mal de temps de jeu sur un Austin Rivers qui peut jouer 1, 2, 3. Donc il a joué 3 l'an dernier, son poste naturel est plutôt 2. Il peut jouer 1 également, avec un Danilo Gallinari qui est un super joueur mais qui est très fragile, qui se pète chaque saison, avec un Blake Griffin qui est la même, top joueur mais qui reste très fragile. On a une équipe qui pourrait avoir pas mal de blessés, auquel cas le usage rate et les opportunités offensives d'Austin Rivers plus de rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je referai d'autres vidéos de ce genre, mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais envie de faire, tout simplement parce que voir l'avènement de nouvelles superstars est vraiment trop kiffant. Ça fait quelques années que je suis Giannis et je sentais son explosion. CJ McCollum, dès qu'on a pu le voir jouer, on sait tout de suite qu'il allait briller. Là, ça fait plaisir de voir que ce sont deux joueurs qui sont installés tout en haut de la ligue. Jimmy Butler, c'était inespéré, c'est un joueur qui avait de la gueule, mais avec le shoot qu'il avait en début de carrière, on ne pouvait jamais l'imaginer à ce niveau-là, tout comme un Kawhi Leonard qui a un petit peu le profil similaire, un joueur qui arrive en NBA surtout col bleu, qui est devenu un top joueur avec le travail. Donc voilà, lequel de ces joueurs franchira un cap sera la grande question. Allez, bye bye.